Formation en ligne dédiée aux personnes atteintes de diabète, le plus beau cours de ma vie. La première capsule. Dans cette première partie, nous allons avoir à répondre à la question « Qu'est-ce que le diabète ?» Nous allons d'abord donner une définition plus générale du diabète en expliquant qu'est-ce que le diabète. Nous allons voir ensuite la physiologie normale du pancréas, la physiopathologie du diabète, donc nous pourrons expliquer ce qu'est le diabète de type 1 et ce qu'est le diabète de type 2 et le prédiabète. Nous allons aborder brièvement les autres types de diabète et finalement, nous allons parler du diagnostic. Le pancréas est situé légèrement en dessous et à l'arrière de l'estomac. Nous allons nous attarder à la physiologie normale du pancréas et son rôle au niveau de la régulation du glucose. Cette régulation fait partie des processus de maintien de l'homéostasie au sein de l'organisme. Dans un deuxième temps, nous verrons la physiopathologie du diabète. Voici le schéma d'un îlot de Langerhans provenant du pancréas. Langerhans est le chercheur qui a fait cette découverte. Les îlots contiennent des cellules bêta qui produisent l'insuline et les cellules alpha qui produisent le glucagon. Les acinies sécrètent des sucs pancréatiques contenant des enzymes digestives. Maintenant, regardons de façon simplifiée le rôle de ces îlots au niveau de la digestion et de la régulation du glucose. Le pancréas a deux rôles principaux. Son premier rôle est de produire des sucs digestifs favorisant la digestion. Son deuxième rôle consiste à produire deux hormones contraires, l'insuline et le glucagon. La production de l'insuline abaisse la glycémie et la production du glucagon augmente la glycémie. Ces deux hormones agissent simultanément afin de ramener le taux de sucre sanguin à la normale. Le rôle de l'insuline. Dès que la glycémie s'élève suite à l'ingestion de nourriture, l'insuline est libérée et permet au glucose de pénétrer les cellules pour se transformer en énergie. Le surplus de glucose est entreposé sous forme de réserve au niveau du foie. Cette réserve est appelée glycogène. On dit alors que l'insuline est une hormone hypoglycémiante puisqu'elle abaisse les glycémies. La physiologie normale du pancréas est le rôle du glucagon. En période de jeûne, durant la nuit ou entre les repas, au-delà de 2 heures après les repas, le glucagon sera libéré du pancréas afin de retourner du sucre dans la circulation et augmenter la glycémie. On dit alors du glucagon que c'est une hormone hyperglycémiante. Les cellules bêta du pancréas. Reprenons le schéma des îlots de Langerhans et regardons plus précisément les cellules bêta. Le pancréas mesure de façon constante le taux de glucose sanguin. Ainsi, lorsque la glycémie s'élève, le glucose est détecté par les cellules bêta du pancréas. La sécrétion d'insuline alors activée est prise en charge par les transporteurs de glucose appelés GLUT2. L'insuline ainsi libérée se fixe au récepteur d'insuline des cellules et permet ainsi l'entrée massive du glucose dans les cellules pour se transformer en énergie. Les récepteurs d'insuline. L'insuline est souvent comparée à une clé qui permet de faire pénétrer le glucose à l'intérieur des cellules. La comparaison est assez bonne. En périphérie des cellules, il y a des récepteurs d'insuline et une fois que l'insuline est en contact avec ces récepteurs, les transporteurs de glucose appelés GLUT4 se déplacent en périphérie de la cellule et permettent l'entrée massive du glucose à l'intérieur des cellules. Nous savons que sans cette hormone, il est impossible que le glucose puisse pénétrer les cellules. L'exercice aérobie le transport du glucose au niveau des cellules des muscles. Nous savons que sans insuline, le glucose ne peut pénétrer à l'intérieur des cellules pour se transformer en énergie. Pourtant, l'exercice aérobie, grâce au GLUT4, permet d'ouvrir les portes des cellules des muscles afin de laisser entrer du glucose et de se transformer en énergie ou d'être entreposé sous forme de réserve. Je vous invite à visionner la capsule santé produite par l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec avec le kinésiologue Thierry Godet-Savard, l'exercice et le diabète de type 2.
Les cellules alpha du pancréas. Reprenons le schéma des îlots de Langerhans et regardons cette fois-ci les cellules alpha des îlots de Langerhans qui sécrètent le glucagon et qui sont juxtaposées aux cellules bêta. Le glucagon est sécrété lorsque les concentrations de glucose sont faibles, autour de 2 à 3 millimoles par litre. Le pancréas, qui mesure les glycémies en tout temps, capte cette baisse de glucose. Les cellules alpha sécrètent alors l'hormone contraire de l'insuline appelée glucagon. Les transporteurs de glucose, GLUT2, permettront le passage du glucagon vers le foie afin de transformer la réserve de glycogène en glucose afin de ramener le glucose sanguin à la normale. Maintenant, nous allons aborder l'effet de certaines hormones, dont le GLP-1. Depuis une trentaine d'années, on connaît mieux le rôle des hormones incrétines dans la régulation du glucose sanguin. En réponse à une charge orale en glucose, le GLP-1 est libéré par le tube digestif quand le repas est ingéré. Son importance est majeure dans la sécrétion d'insuline et on observe paradoxalement que malgré son importance biologique sur l'augmentation de la sécrétion d'insuline et l'inhibition du glucagon, le GLP-1 est un peptide qui est rapidement dégradé par une enzyme intestinale appelée la dipeptidyle de type 4. On va utiliser souvent l'acronyme DPP4. Elle est dégradée en moins d'une minute. Chez le sujet sain, l'effet incrétine est responsable de 50 à 70 % de la sécrétion d'insuline. Un transporteur de glucose appelé SGLT2. Le glucose qui est présent naturellement dans le sang est filtré au niveau du rein et pourrait se retrouver complètement dans l'urine sans l'action de petites pompes, qui sont des transporteurs de glucose appelés SGLT2. Ces transporteurs de glucose retournent le sucre dans la circulation sanguine. Ces petites pompes jouent donc un rôle important dans l'homéostasie du glucose. Maintenant, qu'est-ce que le diabète? La première partie visait à vous expliquer la physiologie normale du pancréas et l'homéostasie du glucose. Cette étape était nécessaire afin de favoriser la compréhension de cette deuxième partie, la physiopathologie du diabète. Le diabète est une augmentation anormale du glucose sanguin causée par un manque plus ou moins marqué d'une hormone produite par le pancréas appelée insuline. Les types de diabète. Les deux principaux types de diabète sont le diabète de type 1 qui compte pour environ 10 % de la clientèle diabétique. Il survient la plupart du temps dès l'enfance, mais peut aussi apparaître chez l'adulte. Il se caractérise par l'absence de production d'insuline. Le traitement requiert obligatoirement des injections d'insuline. Le diabète de type 2, qui compte pour environ 85 % des personnes diabétiques, il survient habituellement après l'âge de 40 ans, bien que le nombre de jeunes diabétiques de type 2 soit à la hausse. Il se caractérise surtout par un manque d'efficacité de l'insuline, mais aussi par une diminution de la quantité produite d'insuline. Le traitement requiert en général de la médication par comprimé, en injection et même l'insuline. Cependant, il repose surtout sur des modifications des habitudes de vie et le maintien d'un poids santé. On ne connaît pas exactement les causes du diabète de type 2. Cependant, certains facteurs comme l'hérédité, l'âge, le surplus de poids abdominal favorisent l'apparition de cette maladie. Maintenant, nous parlons d'autres types de diabète. Les autres types de diabète comptent pour moins de 5 % des personnes diabétiques. Ils ne peuvent être classés comme un diabète de type 1 ou de type 2. Ce sont des formes plus rares. Le diagnostic n'est pas toujours facile à poser ou peut être remis en question suite à une évaluation inattendue. On parle de diabète atypique. Le diabète LADA, l'acronyme vient de la langue anglaise, qui signifie l'attente auto-immune diabetes in adult. En français, cela signifie diabète auto-immun latent de l'adulte. Et l'acronyme MODY, qui vient aussi de la langue anglaise et qui signifie Maturity Onset Diabetes on the Young. Le diabète de type adulte chez le jeune, pour le traduire en français. Il y a aussi l'apparition du diabète secondaire à la prise de certains médicaments comme les glucocorticoïdes, cortisone, prénisone, et les antipsychotiques atypiques peuvent favoriser le diabète de type 2 dans certaines circonstances. Le diabète de grossesse prédispose ces patientes à développer le diabète de type 2. Pour le diabète de type 1, le système immunitaire s'attaquerait par erreur aux cellules bêta qui sont responsables de la production d'insuline. Qu'est-ce qui déclenche cette erreur? Des virus pourraient être en cause. Le diabète se diagnostique le plus souvent à l'âge juvénile ou chez les jeunes adultes.
La destruction des cellules bêta peut être progressive ou rapide. Les facteurs génétiques ne peuvent expliquer le déclenchement du processus auto-immun, car seuls 10% des cas de diabète de type 1 sont familiaux et le taux de concordance entre jumeaux n'est que de 50%. Le diabète de type 1 se caractérise par l'absence de production d'insuline causée par la destruction des cellules bêta. Le sucre ne peut pénétrer les cellules et demeure dans le sang. Ce surplus de sucre sanguin s'appelle hyperglycémie. Le corps ne possède donc pas l'énergie nécessaire à son bon fonctionnement. Les symptômes peuvent être marqués comme fatigue, besoin fréquent d'uriner, soif intense et même perte de poids. L'insuline en injection est obligatoire. L'insuline se donne en injection sous-cutanée au moins 4 fois par jour ou avec l'utilisation d'une pompe à insuline. Il est important de mentionner que si le diabète fait partie de votre vie, il n'est pas toute votre vie. Je vous invite à regarder cette vidéo d'une jeune patiente d'origine française atteinte de diabète de type 1. Elle nous explique ce qu'est sa vie avec le diabète. Dans le diabète de type 2, plusieurs problèmes sont en cause. Nous allons les décrire dans ce qui suit. L'hérédité, les problèmes de santé associés au diabète, la résistance à l'insuline, le manque de production de l'insuline, le défaut d'une hormone appelée GLP-1 et un problème au niveau des transporteurs de glucose appelé SGLT2. Le diabète de type 2 est une véritable histoire de famille. Si l'un des deux parents en est atteint, la prédisposition à développer le diabète de type 2 est de l'ordre de 30% et elle s'élève à plus de 60% lorsque les deux parents en sont atteints. Le diabète de type 2 et les problèmes de santé associés. Au moment du diagnostic, la personne diabétique de type 2 présente souvent la trilogie de problèmes de santé tels l'excès de poids, voire l'obésité, présent chez 3 personnes sur 4, la dyslipidémie et l'hypertension artérielle. Ces éléments sont contributifs aux effets néfastes au niveau microvasculaire, soit les petits vaisseaux, et macrovasculaires, soit les gros vaisseaux. Le diabète est une maladie chronique et évolutive. Au moment du diagnostic, près de 50% des cellules bêta responsables de la production d'insuline sont détruites. Le rythme auquel évolue la maladie est directement relié au contrôle de la glycémie. Plus la fluctuation glycémique est grande, plus le risque de complications à long terme est élevé. On vise la stabilité de la glycémie dans le traitement. Diabète de type 2, un problème de résistance à l'insuline. Le diabète de type 2 se manifeste lorsque les cellules n'utilisent plus adéquatement l'insuline produite par le pancréas. On parle alors de résistance à l'insuline ou d'insulinorésistance. Avec le temps, le pancréas travaille de plus en plus fort afin de produire davantage d'insuline pour compenser. C'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinémie. À la longue, le pancréas s'épuise et diminue sa production d'insuline. L'effet incrétine du GLP-1, ce phénomène qui est à la base de la régulation de la glycémie après les repas, chez les personnes atteintes de diabète de type 2, cet effet incrétine serait réduit, entraînant une augmentation anormale de la glycémie après les repas. Le diabète de type 2, une activité accrue du transporteur de glucose appelé SGLT2. Le glucose qui est présent naturellement dans le sang est filtré au niveau du rein et pourrait se retrouver complètement dans l'urine sans l'action d'une pompe, un transporteur de glucose appelé la SGLT2. Ces pompes retournent le sucre dans la circulation sanguine. Chez les personnes diabétiques, on a constaté que le transport de glucose effectué par la SGLT2 vers le sang était plus efficace que normalement. Les hyperglycémies peuvent être marquées sans qu'il y ait présence de sucre dans les urines. Le diabète de type 2, une diminution de l'efficacité de l'insuline avec une baisse plus ou moins importante de la production d'insuline fait que le glucose ne parvient pas à pénétrer les cellules suffisamment pour abaisser les glycémies et les ramener à la normale. L'hyperglycémie peut être plus ou moins marquée. Les symptômes sont rarement présents avant d'atteindre des glycémies supérieures à 14 mmol par litre. La fatigue, la soif, le besoin fréquent d'uriner sont généralement les symptômes les plus fréquemment observés. Seul le contrôle de la glycémie permet de mesurer la gravité des hyperglycémies. Le traitement consiste à adopter de saines habitudes de vie par une alimentation saine et la pratique régulière de l'activité physique. Les médicaments par voie orale
sous-cutanée et l'insuline peuvent être nécessaires pour ramener les glycémies aux valeurs cibles souhaitées. Le prédiabète. Un pourcentage de 50% des personnes prédiabétiques évoluent vers le diabète. Il est estimé que le pancréas a perdu autour de 30 à 40% de sa capacité de produire de l'insuline. Les antécédents familiaux déterminent le risque de développer le prédiabète. L'obésité abdominale peut accroître le risque de développer le prédiabète. Les comportements santé, une alimentation saine et la pratique régulière de l'activité physique avec le maintien autant que possible d'un poids santé ou du moins éviter le gain pondéral peuvent retarder, même prévenir l'apparition du diabète de type 2. Le diabète de type LADA ou diabète auto-immune latent de l'adulte, on dit de ce type de diabète qu'il est lent car le début est tardif et progressif comme un diabète de type 2, mais avec des anticorps positifs. Donc 10% des personnes diabétiques de type 2 seraient en fait des personnes diabétiques qui s'approchent davantage du diabète de type 1. L'absence de surcharge pondérale et d'antécédents familiaux, le jeune âge sont des éléments qui le distinguent du diabète de type 2. Il se distingue par contre du diabète de type 1 par une progression plus lente vers la destruction complète des cellules bêta. Il ne requiert pas nécessairement d'insuline dès le diagnostic et peut ainsi laisser croire à un diabète de type 2. Il peut s'écouler entre 6 mois et 6 ans avant qu'une insuline devienne nécessaire au traitement. Le diabète de type maudit, diabète de type adulte chez le jeune, est un diabète non insulinodépendant de caractère familial monogénique survenant chez les adultes. Le diabète maudit est une forme de diabète qui est plutôt rare, qui se déclare généralement avant l'âge de 25 ans et chez des individus de poids normal. Bien que ces caractéristiques correspondent habituellement à celles du diabète de type 1, ce dernier ressemble davantage au diabète de type 2. Entre autres, les symptômes au moment du diagnostic sont moins prononcés que dans le diabète de type 1 et il y a absence d'acidocétose. Ce diabète est caractérisé par une anomalie de la sécrétion de l'insuline due à une mutation génétique. Cette condition est fortement héréditaire. Les risques de la transmettre à son enfant sont de l'ordre de 50% lorsque l'on en est porteur. Le maudit est souvent diagnostiqué en premier lieu comme un diabète de type 1. Par contre, il requiert des quantités peu élevées d'insuline de façon prolongée. Le maudit peut parfois être traité autrement qu'avec des injections d'insuline, car le pancréas sécrète encore de l'insuline, contrairement à la personne diabétique de type 1. Comment fait-on le diagnostic de diabète? Le diagnostic a un impact énorme sur la vie de la personne qui en est atteinte, d'où l'importance de poser un diagnostic de façon minutieuse. Certaines cliniques de dépistage utilisent des lecteurs de glycémie. Un lecteur de glycémie ne peut diagnostiquer le diabète, mais il peut présenter une alerte importante pour consulter l'équipe soignante afin de faire les examens nécessaires en vue de faire le diagnostic. Une glycémie aléatoire, c'est-à-dire à tout moment de la journée qui est supérieure ou égale à 11,1 mmol par litre avec des symptômes caractéristiques du diabète, confirme le diagnostic sans autre test. La recherche de la cétonémie peut être nécessaire, surtout si les glycémies dépassent 18 mmol par litre, puisque le traitement à l'insuline peut s'avérer nécessaire dans l'immédiat. Maintenant, regardons les tests sanguins pour confirmer le diagnostic. En l'absence de symptômes d'hyperglycémie, l'un ou l'autre de ces tests de laboratoire doit être fait pour confirmer le diagnostic. Cependant, il devra être confirmé par l'un ou l'autre des tests. Glycémie à jeun supérieure ou égale à 7 mmol par litre, glycémie 2 heures post-ingestion de 75 g de glucose supérieure ou égale à 7 mmol par litre, l'hémoglobine glyquée supérieure ou égale à 6,5% chez l'adulte. Le diagnostic de prédiabète. Une glycémie à jeun entre 6,1 et 6,9 mmol par litre indique une anomalie de la glycémie de jeûne marginale. Une glycémie 2 heures post-ingestion de 75 g de glucose entre 7,8 et 11,0. On parle alors d'intolérance au glucose. L'hémoglobine glyquée entre 6,0 et 6,4%. Le fait d'initier rapidement des modifications au niveau du mode de vie permet de prévenir ou de retarder l'apparition du diabète de type 2.
Maintenant, nous pouvons passer au deuxième thème, le contrôle de la glycémie et l'objectif visé.